Donc, bonjour à tous et déjà bienvenue dans ce nouveau déjeuner Frégis. Donc aujourd'hui, vous êtes plus de 1230 inscrits. Donc nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à vous connecter. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de cas cliniques en médecine interne. On va revenir un petit peu sur ce sujet au fur et à mesure. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. Puis, je tenais aussi à remercier Ilse de m'avoir choisi pour présenter cette conférence. Donc, on va aborder, en fait, si vous êtes bien installé, si tout va bien pour vous, les cas cliniques en médecine interne. J'espère que c'est le cas. On en a pour, à mon avis, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Et donc, on va aborder 2 cas. Et l'objectif, c'est que vous puissiez un petit peu réfléchir à la maison tranquillement sur ces 2 cas cliniques. Donc, le premier cas, c'est Scott, un chat mal castré de 12 ans. En anamnèse, les propriétaires vous rapportent qu'il y a une perte de 2 kilos, ce qui est vraiment significatif sur un chat, surtout âgé. Une diarrhée intermittente, donc juste de temps en temps, 2-3 fois par semaine, mais il conserve un très bon appétit. Sinon, il n'a pas spécialement changé dans son comportement pour le reste. À votre examen clinique, ce que vous notez, c'est qu'il est légèrement déshydraté, entre 5-6%. Alors, vous savez, chez le vieux chat, c'est toujours difficile des fois de dire est-ce qu'ils sont déshydratés ou est-ce que c'est simplement un peu une perte de tonicité. Ils sont maigres, donc on a du mal à estimer la déshydratation. Là, en tout cas, on pense qu'il est plutôt un petit peu déshydraté. Un score corporel plutôt bas à 3/9, un anus souillé, vous confirmez la diarrhée aussi par ce biais-là. Il est tachycarde à 240 battements par minute et il présente un souffle systolique parasternal de grade 3/6. Vous le savez, à l'issue de cette anamnèse et de cet examen clinique, vous devez faire la liste des problèmes. Donc, votre liste des problèmes, ça sera, pour les principaux, perte de poids, diarrhée et tachycardie avec souffle cardiaque parasternal 3/6. C'est important de le faire et de réfléchir parce que ça va vous permettre de faire un bon diagnostic différentiel, d'essayer de ne pas oublier de causes possibles. Bien que là, en réfléchissant un petit peu, ça devrait directement vous sauter aux yeux. L'objectif, ce n'est pas que ce soit des cas compliqués, c'est que vous puissiez un petit peu retrouver ce mécanisme qu'on perd au fil du temps parce qu'on est pressé, stressé et qu'il y a plein de choses à faire. Donc, ça vous fait un petit rappel de tout ça. En termes de diagnostic différentiel, on va d'abord partir sur la perte de poids. Il y a 3 grandes catégories. L'augmentation des pertes, l'augmentation du catabolisme ou la diminution des nutriments. Bon, ici, diminution des nutriments. Donc, la diminution d'apport, elle est peu probable. Malabsorption, maldigestion, ça reste possible dans la mesure où c'est un chat qui a de la diarrhée qui a perdu du poids. Augmentation du catabolisme, donc on peut avoir le diabète sucré, l'hyperthyroïdie, des maladies cardiaques avancées. N'importe quelle inflammation ou processus infectieux peut aussi faire maigrir et aussi une néoplasie. Puis on peut avoir une augmentation des pertes, qu'elles soient urinaires avec ce qu'on appelle des protein losing néphropathies. Donc, c'est les néphropathies avec protéinurie. Ou là, j'ai mis les protein losing entéropathie puisque c'est le nom que vous retrouvez facilement dans la littérature quand vous recherchez ce qui correspond aux entéropathies exsudatives. Donc, sur ces chats-là, c'est important de faire des analyses d'urine pour voir est-ce qu'il y a une protéinurie ou pas, parce que si elle est très élevée, ça peut expliquer parfois la perte de poids. La diarrhée, ça c'est le deuxième problème. Vous voyez ici, le diagnostic différentiel, il est très large. Il va y avoir les maladies digestives et il va aussi y avoir les maladies extra-digestives. Donc, pour les maladies digestives, il faut bien sûr un petit peu raisonner en fonction de votre cas. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le diagnostic différentiel. Je vous l'ai mis là comme une base pour que vous puissiez, si jamais un jour vous avez un cas, vraiment avoir quelque chose de complet, mais il y a bien sûr des choses qu'on peut éliminer au fur et à mesure.
Alimentaire, intolérance, allergie, bon, il n'y a pas trop de raison, hein. Le chat, il est âgé, ça fait longtemps qu'il mange la même nourriture. On peut directement l'éliminer. Infectieux, bactérien, c'est plutôt chronique. Donc, ces choses infectieuses, c'est souvent plutôt des causes aiguës et donc on va le mettre de côté. Parasitaire, pareil, c'est plutôt les jeunes. Donc, c'est un petit peu étonnant qu'un parasite puisse faire ça. Chez le chat, on a bien sûr Trichomonas foetus, mais il est vraiment un peu trop vieux pour avoir ça. Viral, toujours possible s'il est mal vacciné, mais c'est assez chronique. Ça ne nous fait pas penser à de la diarrhée de cette origine-là. Inflammatoire, MIS-C, ça reste dans le diagnostic différentiel, bien sûr, c'est un vieux chat. Entéropathie exudative, chez le chat, c'est quand même assez rare. Les diarrhées qui répondent aux antibiotiques, c'est pareil. C'est un petit peu un sujet controversé actuellement, hein. On parle plutôt de déséquilibre du microbiote. Et lymphangiectasie aussi, c'est un petit peu plus rare chez le chat. Néoplasie, ça reste possible, bien sûr. Subobstruction, un petit peu moins probable. Et puis médicamenteux, on l'écarte puisqu'il n'y a pas de médicaments mentionnés dans l'anamnèse. En termes de maladies extradigestives, là, vous avez les maladies pancréatiques. Donc, les insuffisances pancréatiques exocrines, chez le chat, ça existe. Il faut y penser, on n'y pense pas toujours. Ce n'est pas du tout les mêmes signes cliniques que chez le chien, c'est plus frustre en général. Donc, si vous avez fait, par exemple, un bilan vitaminique au niveau de la vitamine B12 et qu'elle est vraiment basse, normalement, vous devez faire une mesure spécifique de la TLI féline pour exclure cette insuffisance pancréatique exocrine. Une pancréatite, un phénomène néoplasique qui peuvent aussi expliquer la perte de poids et la diarrhée, mais en général, ce sont des chats qui ne mangent pas. Or là, il a un appétit qui est conservé. Hépatobiliaire, c'est pareil. Souvent, ils ont un appétit un petit peu moins bon. Rénal, pareil. Endocrinien, ça reste possible pour une hyperthyroïdie notamment. On peut tout à fait imaginer ça. On a aussi le diabète sucré qui peut faire perdre du poids et faire qu'il mange davantage. Et puis, multifactoriel, on y croit un petit peu moins. Et autres, ça aussi, c'est plutôt à écarter ici dans ce contexte. Concernant la tachycardie, qui était un des problèmes mentionnés, soit c'est physiologique, votre animal est très stressé. En général, chez le chat, il ne monte quand même pas forcément à 240. Et en plus, ici, vous avez un souffle, donc ça serait plutôt pathologique, soit d'origine cardiaque, soit d'origine extracardiaque. On ne va peut-être pas refaire tout le diagnostic de la tachycardie, tout le diagnostic différentiel. Je vous l'ai mis là pour mémoire. En tout cas, il faut juste le connaître quand vous recherchez des causes de tachycardie. La douleur, c'en est une importante, notamment chez un animal qui arrive en état de choc, etc. En général, c'est un des signes, parfois la tachycardie de douleur. Et puis, en diagnostic différentiel du souffle systolique, on va avoir un souffle physiologique, soit une cardiopathie, soit une hypertension, soit une anémie. Voilà un petit peu le diagnostic différentiel global de cette liste de problèmes. C'est assez large, mais vous devez quand même avoir une petite idée d'ores et déjà. Donc, quels seraient les examens que vous conseilleriez aux propriétaires? Donc, ce n'est pas quelque chose d'aigu, donc vous ne pouvez pas vous dire, bon, on va changer la nourriture et puis on verra comment ça évolue. C'est un chat âgé, il a quand même un certain nombre de problèmes. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant et proposer des examens complémentaires aux propriétaires. Si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que vous allez proposer? En général, on propose un bilan sanguin complet et comme il est âgé, il faut inclure une T4 totale. On peut proposer une échocardiographie et on peut proposer une mesure de la pression artérielle. Ce seraient les trois principaux examens que vous pouvez proposer. Il y en a d'autres, bien sûr, je n'ai pas tout mis. C'est volontaire aussi. Parfois, vous ne pouvez pas malheureusement tout faire parce que le budget des propriétaires est limité. Donc, pour les principales, c'est celle-ci. En général, on aime bien faire une analyse d'urine aussi. En termes de bilan sanguin, on voit ici que seule l'ALT
est augmenté à 145 unités par litre, ce qui n'est pas énorme comme augmentation, mais c'est un petit peu augmenté. Ça peut vous orienter sur un certain nombre de maladies. Donc, vous pouvez penser avec une ALT augmentée à des affections hépatobiliaires ou, par exemple, endocriniens avec l'hyperthyroïdie. Et certaines maladies cardiaques font augmenter l'ALT aussi. Et puis, il y en a bien sûr d'autres, mais ça, c'est pour les principales. Hématologie dans les normes. Et on fait la mesure de la thyroïde. Ça ne vous étonne pas, je pense. C'est élevé. On est à 75 nanomoles par litre. Donc, ça reste une hyperthyroïdie modérée, mais on ne peut pas dire marquée, mais elle est présente. En tout cas, il faut la traiter. On fait une échocardiographie et à l'échocardiographie, on se rend compte qu'il y a une augmentation des muscles papillaires. Ça confirme qu'il y a une cardiomyopathie. C'est souvent le cas avec une hyperthyroïdie. Donc, ce sont des chats qu'il faut prendre en charge aussi d'un point de vue cardiaque, en sachant que soit en fonction du en fonction de l'affection et de la classification, hein, AGVIM, vous devez mettre en place un traitement ou pas. Ça sera dépendant de votre échocardiographie. Donc, c'est important de le proposer. On mesure sa pression artérielle. Elle est à 180 mm de mercure. Elle reste élevée, mais elle n'est pas au-delà de 200. Le chat est quand même stressé au moment de la mesure de la pression artérielle. Donc, la norme, hein, ça serait 120, 150, c'est la norme supérieure, millimètres de mercure. Là, il est entre les deux. On peut se laisser un petit laps de temps avant de se dire qu'on doit traiter cette éventuelle hypertension. J'aurais tendance à la recontrôler. On peut aussi faire un fond d'œil pour voir est-ce qu'il y a des signes d'hypertension. En général, on a des signes oculaires quand ils sont au-delà de 200. Et l'échocardiographie peut aussi vous aider. Parfois, on peut suspecter qu'il y a vraiment une hypertension avec une hypertrophie très marquée. Alors, à ce moment-là, parfois, le cardiologue indique qu'il faut traiter une éventuelle hypertension ou alors répéter la mesure. Donc, on va reprendre un petit peu l'hyperthyroïdie. C'est tout l'objectif de ce cas clinique. Et donc, d'aborder un petit peu l'étiologie de l'hyperthyroïdie. On a trois grandes catégories. On pense, alors, ce n'est pas très bien compris à l'heure actuelle, hein, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a éventuellement la nourriture. Certaines nourritures pourraient favoriser davantage une hyperthyroïdie. Il y a la présence de perturbateurs endocriniens et puis des causes génétiques. Donc, c'est un mélange de tout ça qui peuvent faire en sorte que vos chats vont avoir une hyperthyroïdie. Ce n'est pas très clair. En tout cas, on pense que ce sont les trois grandes causes. L'hyperthyroïdie, elle peut se manifester de différentes façons. La plupart du temps, vous avez soit une hyperplasie adénomateuse qui est bilatérale dans plus de 50% des cas. Donc, quand vous palpez votre thyroïde, souvent on se dit oh, il y a un gros nodule à droite ou à gauche, mais la plupart du temps aussi, il y a un nodule de l'autre côté qu'on sent un petit peu moins. Il faudrait faire une scintigraphie pour pouvoir le contrôler, si vous voulez. Adénome, là aussi, en général, ils sont bilatéraux. C'est plus fréquemment dans 50% des cas. Et puis, vous avez ces fameux carcinomes thyroïdiens. Alors, ils ne sont pas fréquents, mais on compte jusqu'à 3% quand même, où ce sont en général de gros nodules qui grossissent assez vite, pour lesquels il va falloir réfléchir à des traitements plus drastiques, on va dire, qu'un contrôle par des traitements médicamenteux ou une prise en charge alimentaire. Comment palper ces fameux nodules thyroïdiens? Donc, ils sont palpables, il faut le savoir, dans 80 à 100% des chats hyperthyroïdiens. Il faut juste prendre le pli de le faire régulièrement. La plupart du temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Je pense que tout chat de plus de 8 ans devrait avoir cette palpation de la thyroïde. C'est vraiment important.
Ce n'est pas si compliqué à faire. Il y a deux façons de le faire. Soit vous longez la trachée avec vos deux doigts, en fait, comme ceci. L'objectif, c'est de sentir comme un espèce de claque où on roule sur quelque chose, en fait, et on sent du coup les nodules ou le nodule. Ou sinon, si vous n'utilisez pas vos deux doigts le long de la trachée, vous pouvez aussi plaquer seulement un doigt, comme le montre la deuxième figure, où là, l'objectif, c'est de sentir avec le doigt le nodule. Ça marche assez bien, hein. C'est une nouvelle technique qui a été décrite par Monsieur Mark Peterson, qui est le ponte de l'hyperthyroïdie. Et donc, vous pouvez vous entraîner à faire les deux. Vous devriez y arriver à force de le faire. Parfois, on ne sent pas forcément un gros nodule, mais juste un petit, ce qu'on appelle slip thyroïdien. Quelles sont les anomalies laboratoires attendues? Donc, on peut avoir une augmentation de l'ALT. Chez ce chat, on l'avait, mais aussi des pales, des azates éventuellement aussi, dans 90% des cas. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve. On peut avoir une érythrocytose, on peut avoir des corps de Heinz, une isosténurie, une hypokaliémie et une hyperphosphatémie. En conséquence, quelles vont être les conséquences de cette hyperthyroïdie que vous n'allez pas traiter? Si vous ne la traitez pas, ça va masquer une éventuelle maladie rénale chronique, ça va diminuer le débit de filtration glomérulaire et donc ça va être délétère pour les reins. Donc l'objectif de cette prise en charge, ça va être aussi de vérifier la fonction rénale et de surveiller la mesure de la pression artérielle. Pourquoi? La mesure de la pression artérielle d'abord parce que dans un tiers des cas, ils sont hypertendus au diagnostic, mais parfois finalement, ils ne le sont pas. Alors vous vous dites, comme ils ne l'étaient pas au diagnostic, je ne veux pas refaire une pression, hein, ça prend du temps, mais finalement, ils peuvent aussi l'être après diagnostic. Donc, il faut bien surveiller cette mesure de pression artérielle, voir un petit peu comment elle évolue, surtout quand vous, par exemple, découvrez qu'il y a une maladie rénale chronique qui va se mettre en place. L'objectif est de trouver un équilibre entre cette maladie rénale chronique et la stabilisation de l'hyperthyroïdie. Ils peuvent être hypertendus à la suite de cette élévation des paramètres rénaux. La SDMA, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Est-ce que ça va vraiment avoir un intérêt pour prédire l'azotémie liée à l'hyperthyroïdie? Surtout au diagnostic, ce qu'on aimerait bien dire aux propriétaires, c'est votre chat a une SDMA augmentée. Bon, il y a de fortes chances qu'il soit en maladie rénale chronique par après. Il faut qu'on fasse vraiment attention, ou elle est normale, il ne deviendra pas azothémique. Donc, il y a des études qui ont été réalisées, il n'y en a encore pas beaucoup. La sensibilité pour la SDMA au diagnostic, c'est entre 15 et 30%, donc elle n'est pas bonne du tout. Par contre, c'est très spécifique. On a une spécificité à 95%. Donc, la spécificité, ça représente les 5% restants, les faux positifs. Donc, il y a très peu de faux positifs, en fait, hein. Donc, quand vous avez une SDMA augmentée, en général, votre chat va développer une maladie rénale. Comment vous les prenez en charge, ces cas-là? Donc, ça, je pense que vous le savez globalement. Il y a plusieurs médicaments maintenant à l'heure actuelle qui existent. Il y a le méthimazole, donc le félimazole, qu'on donne 2 fois par jour. En général, on commence à 2,5 matin et soir, sauf si votre chat est azothémique, vous devez commencer par des quantités moindres. Et on fait un contrôle sanguin à 3 semaines. Ou sinon, vous avez le carbimazole, là où il faut donner entre 10 et 15 mg CID, donc c'est par chat, hein, ce n'est pas par kilo. Et vous faites un contrôle à 10 jours. Donc ça, c'est la prise en charge classique. Quels sont les avantages? C'est réversible. S'il y a un problème, vous pouvez tout de suite l'arrêter. C'est très efficace. Les inconvénients, c'est que c'est non curatif. Il faut les donner à vie. Si votre chat a 10 ans et qu'il a une espérance de vie encore de 6 ans, ça va coûter assez cher aux propriétaires et c'est surtout des traitements qu'il faut donner tous les jours. Il peut y avoir des effets secondaires, on va revenir dessus. Et puis, la voie d'administration, vous la connaissez, elle est par voie orale. Il existe maintenant des stylos que vous pouvez utiliser qui contiennent du méthimazole ou même du thiamazole.
que vous déposez en fait en intra-auriculaire dans l'oreille. Donc, je sais que la pharmacie Delpech à Paris les vend et je pense qu'on peut les envoyer, à mon avis, dans toute la France. Ça peut être un traitement aussi à tenter quand le chat est réfractaire au traitement par voie orale. Le problème, c'est que on est assez contrôlé maintenant avec la pharmacovigilance, etc. C'est qu'il y a quand même du médicament qui reste dans l'oreille. Il faut bien que les propriétaires l'appliquent avec des gants et qu'il faut éviter le contact, le léchage par d'autres chats, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite comme valeur de thyroïde? Je ne sais pas quels sont vos objectifs de T4 dans votre tête, mais en général, on veut des T4 plutôt basses, entre 15 et 35 nanomoles par litre, pas 45 comme il y a quelques années. On était un peu plus dans les valeurs hautes, je crois. Là, on est plutôt vers 15-35. On peut les utiliser même quand on est face à des chats qui ont des maladies rénales chroniques de stade 2 iris. Donc, quand il y a déjà une élévation de la créatinine, il faut tenter, bien surveiller et bien sûr adapter le dosage en fonction. Au premier contrôle, qu'est-ce que vous devez faire? Pas uniquement la T4, parce que ce sont des traitements qui peuvent agir sur l'hémogramme, mais aussi sur les enzymes hépatiques. Donc, on doit vérifier normalement les paramètres rénaux, l'hémogramme, les enzymes hépatiques, et puis la thyroïde également, pour voir un petit peu comment ça évolue, pour pouvoir réajuster les doses. Les effets secondaires, on les a en général dans les 3 mois, avec soit des prurites cervico-faciales, des troubles digestifs, thrombopénie, anémie ou neutropénie, hépatite, avec des hépatites aiguës, ou des myasthénies graves aussi qui sont décrites par le biais de ces traitements. En général, on ne les a pas trop après les 3 mois. Donc, une fois que vous avez contrôlé au début de la prise en charge, vous pouvez ensuite vérifier uniquement, par exemple, les reins, la LT et la T4 totale. Il existe aussi une prise en charge nutritionnelle. La prise en charge nutritionnelle, elle comprend du coup l'alimentation YD. C'est une unique gamme d'alimentation pour chats hyperthyroïdiens. Il n'y a que le YD sur le marché qui peut contrôler l'hyperthyroïdie par la prise en charge nutritionnelle. Je pense que c'est quelque chose à proposer quand on a un refus des autres traitements, que ce sont des chats d'intérieur, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient accès à de la nourriture externe qui contient de l'iode, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est quelque chose, c'est un outil en plus à tenter quand on est face à un traitement médicamenteux, médicament par voie orale qui n'est pas souhaité. Il y a une étude qui a été réalisée sur cette nourriture qui montre, on voit sur le graphique, que au bout de 8 semaines, on a, au bout de 1 mois, pardon, 2 mois, on a le chat qui est en vert, là, qui a plus de mal à descendre, et qui est parti de plus haut au niveau de la T4 totale. On a un contrôle assez bon, on va dire, des chats avec hyperthyroïdie. Néanmoins, c'est un petit peu supérieur aux valeurs que l'on souhaite. On est plus dans une moyenne de 40, sauf à 3 mois où on descend un petit peu plus. Mais ça reste une nourriture qui ne va pas marcher forcément dans tous les cas. Il faut bien surveiller, voir la tendance, voir l'évolution, etc. Si votre chat avec le YD descend correctement et a des valeurs correctes, vous pouvez continuer cette nourriture. Si par contre, il continue à avoir des valeurs un petit peu élevées, comme pour certains qu'on voit sur le graphique, à ce moment-là, il faut proposer une autre prise en charge. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tenter. C'est insuffisant dans 30% des cas. Autre modalité de traitement, la chirurgie. Alors, je vous avoue qu'on ne le fait pas trop. Ça reste invasif. On peut se l'imaginer pour un chat qui a un gros carcinome thyroïdien, mais la radiothérapie convient pour ces carcinomes. Donc, en général, on fait plutôt la radiothérapie. Je pense que vous pourriez imaginer la chirurgie si vous n'avez pas du tout accès à la radiothérapie, que les centres qui pratiquent ça sont trop loin. Vous pouvez le proposer à vos propriétaires. Radiothérapie, on utilise l'iode radioactif.
La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il reste hospitalisé au moins 2 semaines en France, ce qui est long. C'est peu disponible. Certains propriétaires sont assez réticents à le faire parce qu'ils ne veulent pas se séparer de leur animal. Donc, c'est à discuter. Franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire quand ce sont des animaux jeunes qui vont vivre encore un bon nombre d'années. On va les contrôler complètement ensuite sans traitement, normalement, avec cette radiothérapie. Le risque, c'est qu'ils soient hypothyroïdiens à la suite du traitement et qui nécessite finalement la prise de lévothyrox à la place de félimazole, par exemple, mais c'est quand même assez rare. Ça peut arriver, mais ça reste rare. Scott, qu'est-ce qu'on a fait avec Scott? Impossible de lui donner traitement par voie orale. À l'époque, la crème qu'on mettait dans l'oreille, ça n'existait pas. Donc, on s'est dit, on va tenter le YD et voir un petit peu sa réponse, son évolution. On a eu de la chance parce qu'après 1 mois de traitement, donc il était à 75 nanomoles par litre de thyroïde, de T4 total, il est passé à 30, ce qui est une valeur que l'on souhaite. Il a maintenu son poids, il n'a pas perdu de poids. Donc ça, c'est important aussi de bien vérifier qu'il ne perde pas de poids quand vous changez d'alimentation. Il a des paramètres rénaux qui se sont stabilisés aussi, ils n'ont pas spécialement augmenté, donc on est content. Et la LT s'est normalisée. Donc, tout roule pour Scott. Je sais qu'il mange toujours du YD, que ça se passe bien. Donc, en tout cas, les propriétaires sont ravis et continuent à faire cette prise en charge alimentaire pour son hyperthyroïdie. À voir dans le temps comment ça évolue. Là, ça fait déjà plus d'1 an qu'il mange cette nourriture, donc on est plutôt content. Voilà pour l'hyperthyroïdie. Je répondrai à vos questions à la fin de la présentation si vous en avez. Et on va passer au deuxième cas clinique. Le cas clinique numéro 2, c'est ce chat. C'est une chatte, elle s'appelle Amy, elle a 10 ans et c'est un chat qui présente du ténesme et une absence de sel depuis 3 jours et elle vomit. À l'examen clinique, elle a des selles très indurées dans le côlon, donc c'est un chat d'appartement, hein. Elle n'a pas accès à l'extérieur et elle est déshydratée à 6%. Elle mange une nourriture du commerce classique. La liste des problèmes. Donc, elle est constipée, elle vomit et elle est déshydratée. La constipation. Le diagnostic différentiel, il est long. On va le faire en 2 parties. Là, il y a 2 diapositives. Je n'ai pas refait le diagnostic différentiel des vomissements ni de la déshydratation. Dans la mesure où je pense que tout le monde connaît le diagnostic différentiel des vomissements, on va plutôt faire celui de la constipation pour que vous le revoyiez une bonne fois avec toutes les causes possibles. En constipation, on a les phénomènes obstructifs avec des corps étrangers intraluminaux, c'est quand même rare, hein. En général, ils finissent par l'expulser, mais typiquement un chien qui a ingéré un os, ça peut donner ce genre de choses. Intramural avec des néoplasies ou des strictures, ça va être fréquent chez le chaton, par exemple, des strictures qui les empêchent de déféquer correctement. Néoplasie, ça peut arriver chez le chat âgé. Extramural avec une fracture du pelvis ou une néoplasie aussi, ou une pseudo-obstruction, là c'est moins fréquent. C'est des anomalies de la plaque motrice, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Métabolique, déshydratation, maladie rénale chronique, tout ça peut favoriser une constipation, hypokaliémie, hypo- et hypercalcémie et une hypothyroïdie peut également faire que votre animal est constipé. L'hypothyroïdie, ça existe également chez le chat, donc il ne faut pas l'oublier. Il faut bien vérifier la T4 totale chez ces chats-là. Et si jamais elle est vraiment effondrée, vous pouvez mesurer la TSH canine. Ça marche, c'est validé en tout cas chez le chat. Et ça peut vous permettre de faire un diagnostic d'hypothyroïdie si cette TSH est élevée. En termes de diagnostic différentiel pour la constipation, on a aussi l'alimentation, eau non disponible ou une maladie entraînant une polyurie, pour la maladie rénale chronique, diabète sucré, hyperthyroïdie, une nourriture qui contient peu d'humidité, là encore. Vous allez avoir des causes neurogéniques, désordre du muscle lisse, donc ça c'est plutôt les idiopathiques.
ceux qu'on va finalement souvent trouver. On ne trouve pas de cause quand on a ces fameux chats constipés. Des chats qui reçoivent des traitements, donc diurétiques ou narcotiques. L'environnement joue aussi. Un manque d'exercice, c'est un chat d'intérieur qui ne bouge pas beaucoup, qui est stressé par exemple, ou qui n'a pas suffisamment de litière pour déféquer. Et puis une douleur à la défécation avec une maladie anorectale, d'abcès des glandes anales ou de l'arthrose, une fracture du pelvis, tout ça, ça peut entraîner de la constipation. Qu'est-ce que vous proposez aux propriétaires pour ce petit chat qui n'arrive pas à déféquer depuis 3 jours, vomit, n'est pas franchement bien à son examen clinique, il est déshydraté? Ce qu'on va lui proposer, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre d'une part de l'âge du chat, des maladies éventuellement concomitantes, de la sévérité de la constipation. Vous pouvez déjà l'apprécier via la palpation abdominale. Est-ce que c'est un premier épisode ou pas? Est-ce que c'est récidivant? Est-ce que ce chat a déjà un traitement pour la constipation? Et aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier la situation financière du client. Ça va faire que vous allez choisir de tout faire ou pas. Amy, elle, ce n'est pas son premier épisode. Elle en a déjà fait. Donc, on fait une hématobiochimie, on regarde les électrolytes et on mesure la T4 totale. On lui propose aussi de faire des radios. Et qu'est-ce qu'on découvre? Bon, on s'en doutait un petit peu à l'examen clinique. Le côlon était déjà très gros. On a un fécalome au niveau de la radio assez important. Pour rappel, normalement, la taille du côlon, il doit faire moins de 1,5 fois la vertèbre L5. Ici, ça fait largement plus que 1,5 fois la vertèbre L5. OK? Donc, comme je vous le disais, il faut adapter son traitement. Et avant de faire plein d'examens complémentaires, souvent, on peut se dire qu'on fait un lavement pour déjà soulager le chat, on le réhydrate, etc. Et ensuite, on recherche les causes possibles. Ici, il faut savoir, est-ce que c'est un premier ou un épisode récurrent? Comment est l'importance de la constipation? Est-ce qu'il faut vraiment prévoir? Il y a plusieurs façons de faire déféquer un chat, on va y revenir ensemble. Des traitements invasifs ou des traitements plutôt moins invasifs. Et puis, vérifier qu'il n'y ait pas de cause sous-jacente. Stricture rectale, etc. Vous allez vite le voir au lavement. Si jamais vous faites un lavement, il faut quand même un minimum faire un toucher rectal et donc vous allez voir s'il y a une stricture. On n'oublie pas de corriger la déshydratation. Ce sont des patients qu'on doit garder hospitalisés pour les mettre sous fluide. Ça va les aider ensuite à se réhydrater et à déféquer mieux. Si vous êtes face à une constipation modérée, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux propriétaires? On met 1 ou 2 doses de Microlax et on attend 30 minutes et on voit est-ce que ça a un effet. Et en même temps, vous réhydratez votre chat. Il ne faut pas utiliser les solutions de lavement recto qui existent chez l'homme, comme le Normacol par exemple, parce que ça peut entraîner des hyperphosphatémies, des hypocalcémies et des hypernatrémies assez graves. Donc, on évite de les utiliser. Parce que parfois, on se dit « Oh, mais il y a ça qui existe en humain, on n'a jamais essayé. » Chez le chat, ce n'est pas indiqué. On peut faire des lavements. On peut donc vérifier, comme le chat vomit, en général, on fait un antivomitif avant de commencer les lavements pour éviter qu'il vomisse si on le sédate ou si on fait une anesthésie générale. En général, pour faire des lavements, il faut quand même un petit peu les sédater. On n'est pas forcément obligé de faire directement des gros lavements. On peut aussi faire des lavements juste avec une poire à l'eau tiède, avec une canule souple lubrifiée. C'est entre 5 et 10 millilitres par kilo. Il ne faut pas ajouter de savon ou de détergent. Il faut ajouter de l'huile minérale pour lubrifier, pour que ça puisse faire que les sels sortent plus facilement. On peut utiliser un mélange, donc ça c'est mélange d'eau, huile minérale ou pas d'huile minérale. Et vous pouvez utiliser bien sûr du lactulose, entre 5 et 10 millilitres par chat dans les lavements. Ça peut aussi aider. Ça, c'est ce que j'appelle ces lavements-là. C'est juste une petite poire que vous insérez. Et le chat, normalement, il reste quand même vigile. Et vous palpez pas le côlon pour masser, pour faire sortir les selles, etc.
Ça, c'est un lavement qu'on peut faire quand ils n'ont pas trop de sel, mais que c'est quand même induré. Et si le chat se laisse faire, bien sûr. Puis, vous avez les lavements sous anesthésie générale avec l'aide manuelle. Votre chat doit être intubé. Où il faut mélanger 1 litre d'eau avec du lubrifiant et utiliser une sonde, en général de 8 ou 12 French. Il faut mettre des gants, bien sûr, se lubrifier les doigts et puis masser l'abdomen, mettre le doigt dans les fesses pour faire un peu un appel et sortir les selles au fur et à mesure du rectum. Ça va être le lavement très efficace quand votre chat est complètement obstrué. Puis, vous pouvez aussi faire l'administration par voie orale de PEG, donc c'est le 3350, là, le polyéthylène glycol. Il faut que les patients soient bien hydratés avant, pendant et après la procédure. Ce n'est pas anodin, il faut poser une sonde naso-œsophagienne. Donc, c'est entre 6 et 10 millilitres par kilo par jour sur 4 à 18 heures. Et puis, on s'attend à ce que le chat défèque au bout de 6 à 12 heures. Franchement, moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'en ai jamais eu besoin. Avec les lavements, on s'en est toujours sorti. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que vous devez absolument faire, mais ça fait partie des techniques qui sont décrites. Il faut faire attention avec cette technique aux chats qui ont des maladies cardiaques, des maladies rénales chroniques ou des anomalies électrolytiques parce que vous allez administrer pas mal de fluides. Donc, il faut vraiment se méfier. Chez Amy, compte tenu de la radio, de ses antécédents, on a proposé de faire une anesthésie générale, d'ajouter du maropitant et de faire un lavement avec du lactulose. Et puis, on aboutit à ça, post-lavement, on fait une radio de contrôle. Là, vous avez un artefact de poil mouillé qui est assez mignon sur la radio. Il n'y a plus de sel, donc on est content. Donc, on réveille le chat. Et puis, surtout, on dit au propriétaire, maintenant, il faut qu'on ajuste la thérapeutique parce qu'on ne va pas faire des lavements toutes les semaines. Comment vous allez ajuster la thérapeutique sur le long terme? Il faut augmenter la prise de boisson. Ça, c'est vraiment important. Vous devez faire et proposer un changement alimentaire. Lui, on sait qu'il mangeait une alimentation du commerce qui n'a pas été changée. Vous pouvez proposer des laxatifs et des prokinétiques. En général, au départ, on commence par augmenter la prise de boisson et changer l'alimentation. Et si ça ne suffit pas, on rajoute des laxatifs et enfin des prokinétiques. Concernant les laxatifs, on peut utiliser le lactulose, c'est ce qu'on va utiliser le plus fréquemment. La paraffine, l'huile de paraffine, évitez chez le chat très clairement, ça peut donner des fausses routes. Donc, on va plutôt favoriser le lactulose. On peut aussi utiliser du bisacodyl chez ces chats-là qui sont bouchés en ajout avec le lactulose, par exemple. En prokinétique, je vous les ai remis ici. On a le prucalopride qui va agir sur le côlon. On a l'érythromycine, le cisapride, mais il n'est pas disponible en France, le cisapride. Malheureusement, il marche assez bien, mais on ne l'a pas. Et le méthoclopramide, bof, ça n'a pas très bien marché sur le côlon. Changement alimentaire, on va rentrer dans ce sujet-là qui est le sujet pour moi principal des chats avec mégacolon. Il faut proposer un changement d'alimentation. Vous avez 2 types d'aliments que vous pouvez utiliser, soit des aliments riches en fibres, soit pauvres en résidus. Donc, riche en fibres, ça va être par exemple le gastro-intestinal biome. Et pauvre en résidus, ça va plutôt être le ID qui, dans certains cas, peut fonctionner. C'est toujours difficile de savoir est-ce qu'on donne l'un, est-ce qu'on donne l'autre. Surtout, à l'époque, on se disait on va peut-être avoir moins de résidus, donc on aura moins de sel, donc ce sera finalement mieux pour le côlon. Ce n'est pas si évident. Je pense qu'à l'heure actuelle, on privilégie plutôt les aliments riches en fibres et donc dont le gastro-intestinal biome. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il va être intéressant pour plein de choses. On va y revenir. Donc, les aliments riches en fibres, ils vont avoir des fibres indigestibles, fermentescibles par le microbiome colique. Ils vont avoir des agents osmotiques structurants. Et l'avantage du gastro-intestinal biome, c'est qu'il va favoriser une genèse d'acides gras à chaîne courte, les butyrates. Ça va avoir pour conséquence d'apporter une source d'énergie pour les colonocytes. Ça va induire des acides gras anti-inflammatoires. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour le côlon.
ça va induire une immunotolérance et réduire la stimulation immunitaire par les IgA et les JGG. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce changement alimentaire. Souvent, franchement, pour l'avoir essayé plusieurs fois, c'est assez révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on peut aussi proposer? Un ajout de probiotiques. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études encore à l'heure actuelle sur les probiotiques. Ce n'est pas si facile à faire. En tout cas, il y en a une sur le probiotique SLAB51 que je n'ai jamais utilisé moi pour ma part. Mais quand vous tapez SLAB51 sur Internet, vous allez trouver les noms déposés qui contiennent ces probiotiques-là. C'est plutôt suisse, si ma mémoire est bonne. Il y a dans cette étude 10 chats qui ont eu ces probiotiques qui contiennent du bifidobacterium et du lactobacillus. Et ils vont avoir une amélioration clinique. Donc, il va y avoir moins d'inflammation sur les biopsies. Et chez l'homme, on sait que ces probiotiques vont diminuer le pH du côlon et vont augmenter le péristaltisme colique. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il faut, en plus de la nourriture, par exemple, GI Biome que vous avez mise, qui ne contient pas des probiotiques, elle contient des prébiotiques, il faut mettre en place ces probiotiques. Souvent, vous pouvez utiliser, par exemple, du Fortiflora, mais vous pouvez aussi utiliser, il y a une étude à l'heure actuelle qui confirme que l'utilisation de VSL3, c'est un probiotique, encore un autre, peut vraiment aider. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser le VSL3 pour probiotiques, comme ajout de probiotiques pour ces fameux mégacolons. Pour Amy, donc sur le long terme, donc après 1 an de gastro-intestinal biome, des probiotiques, donc elle, on lui a donné du VSL3, du Vivomix, c'est le nom déposé, pas de récidive. Par contre, elle a tendance à manger un peu la nourriture de ses compagnons quand elle se balade, etc. À chaque fois qu'elle mange autre chose, elle rechute, elle revient, on lui fait des lavements, donc c'est pas très drôle. Idéal, c'est qu'elle mange uniquement cette alimentation-là. Pas toujours facile chez le chat. Voilà, en conclusion, j'espère que ces 2 cas vous ont plu, que vous avez pu tout suivre. Bien sûr, je vais répondre à vos questions. Je tenais vraiment à remercier Ils. Et puis, on va prendre les questions que ma collègue a imprimées, du coup, pour éviter que je les lise en ligne, mais sinon, je les regarderai directement aussi en ligne parce que parfois, vous posez des questions dans le chat, mais aussi dans les questions-réponses. Je vais regarder. Alors, il y a Christelle qui nous demande, d'ailleurs, bonjour Christelle, j'espère que tu vas bien. Où peut-on mesurer la TLI féline? IDEX le fait. Donc, tu peux envoyer la TLI féline à IDEX et il se charge de l'envoyer aux États-Unis. Parce qu'en fait, la TLI, elle se fait qu'aux États-Unis, mais eux se chargent de l'envoi, etc. Bon, ça prend du temps. Hein. C'est 3 semaines de délai, je crois, mais tu peux passer par IDEX. Ensuite, il y a une question de Marie. Quel type de nourriture serait associé à une augmentation des risques d'hyperthyroïdie? Avez-vous des références biblio? On n'a pas vraiment... c'est délicat. On n'a pas vraiment de papier qui cite des nourritures qu'il faut absolument pas donner, qui pourraient induire une hyperthyroïdie. Il y a un blog que vous pouvez lire de justement Marc Peterson. Il a un site internet sur les maladies endocriniennes, notamment sur l'hyperthyroïdie, il en parle. Il n'y a pas une nourriture spécifique. Souvent, c'est des nourritures qui sont qui contiennent des perturbateurs endocriniens ou des choses qui peuvent favoriser l'hyperthyroïdie. Mais il n'y a pas d'études sur la comparaison de ces nourritures. Donc, je n'ai pas l'élément de réponse ou la référence bibliographique. Essayez de lire, c'est intéressant, hein, cette partie d'endocrino sur le blog de Marc Peterson. C'est facile à retrouver sur Internet. Hein. Vous mettez hyperthyroïdie en anglais. Hein, c'est Animal Endocrine Clinic, je crois, son site. Et vous allez avoir un petit peu plus d'infos. Mais je ne peux pas vous citer vraiment des nourritures qui peuvent provoquer ça. Que faire en termes de traitement en cas d'effet secondaire, anémie, thrombopénie, neutropénie? Il faut l'arrêter. Vous devez l'arrêter.
Vous pouvez toujours, en général, on arrête tout et on se dit, on laisse un petit peu le chat hyperthyroïdien le temps que cette anémie, cette thrombopénie, cette neutropénie se résolvent. La plupart du temps, ça s'arrête avec l'arrêt du traitement. Si finalement ça déclenche une réponse immunitaire, à ce moment-là, il faut mettre un immunomodulateur. Ça va dépendre de l'évolution de votre anémie, bien sûr. Et après, vous pouvez toujours proposer le YD s'il veut bien le manger, mais je pense que la priorité, c'est déjà de prendre en charge l'anémie, la thrombopénie et la neutropénie. On a une question d'Emmanuel qui dit aussi, bonjour, du coup, dans l'hypothèse de faire une radiothérapie, il faut faire une biopsie pour être sûr que c'est un carcinome thyroïdien. Non, pas forcément. Quoi qu'il arrive, ça va détruire que ce soit un adénome ou un carcinome. Ce que vous pouvez faire quand même, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de métastase. En général, les centres qui font l'iode, ils ont la scintigraphie et donc ils font parfois, ils checkent aussi le thorax pour être sûr qu'il n'y ait pas de métastase et s'il n'y en a pas, ils font ce traitement. Et puis, quand bien même il y en aurait, en général, ça traite aussi les métastases. Donc, pas besoin de biopsie. En tout cas, à mon sens. Pouvez-vous nous donner le nom de la fameuse crème? Eh bien, en fait, ce n'est pas une crème avec un nom déposé. C'est une crème qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc, il faut appeler, ça s'appelle la pharmacie Delpech à Paris. Et ils vendent des tubes, c'est du thiamazole, hein, je pense que ça contient dedans. Et donc, ils vendent ces tubes-là, mais il n'y a pas un nom, c'est eux qui le fabriquent. Et puis, ils ont des tableaux. Donc, vous embêtez pas avec les doses. Ils ont des tableaux tout prêts avec les doses qu'il faut mettre dans l'oreille du chat, etc. Ils ont fait, je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Je sais qu'en Italie, en tout cas, les endocrinologues, ils utilisent beaucoup ça. Donc, peut-être qu'ils se sont rapprochés d'eux. Mais même aux États-Unis, on utilisait parfois ça. C'est parce qu'on est un petit peu à la traîne, on va dire, entre guillemets, mais dans d'autres pays, ça existe déjà depuis très longtemps. La seule chose que j'ai vue avec ces crèmes, c'est qu'il faut bien nettoyer à chaque fois le pavillon auriculaire parce que si vous laissez les crèmes, que vous superposez tout le temps la couche, après, ça ne s'absorbe plus en fait dans l'oreille et donc vous n'avez plus l'effet escompté de la crème. Donc, il faut bien nettoyer. Ce n'est pas si évident, hein. Comment expliquer l'élévation des enzymes hépatiques chez les chats hyperthyroïdiens? Hop. Je ne sais pas si on va se remettre là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, je vous ai remis ce que je vous avais marqué là. Soit c'est vraiment qu'il y a une maladie, il faut se méfier, hépatobiliaire concomitante, parce que ce sont des chats âgés. Ils peuvent tout à fait avoir une cholangite et donc avoir du coup cette élévation ou avoir une MIS-C, une maladie digestive chronique, qui favorise l'élévation de l'ALT. Souvent, c'est une transaminase qui est induite par l'hyperthyroïdie sans forcément qu'on trouve de cholangite, parce que vous pouvez aussi vérifier que l'AST est dans les normes, etc. Mais c'est une bonne question. Méfiez-vous quand même de ces chats qui peuvent avoir une cholangite en parallèle, surtout quand ils sont âgés. Alors, j'ai plein de feuilles, je ne sais plus où j'en suis. Ça, j'ai fait. OK. Hyperthyroïdie, c'est une question de Jody. Doit-on traiter la pathologie cardiaque au diagnostic ou doit-on attendre que le traitement médicamenteux fonctionne et voir par la suite? Je ne suis pas cardiologue, mais je pense que ça dépend des cas, en fait. Si c'est très sévère, si ça conduit à un épanchement pleural, etc., il faut traiter votre cardiopathie. Si elle n'est pas sévère, mais ça dépend de votre stade. Il faut faire un stade ACVIM pour savoir où vous en êtes de la cardiomyopathie hypertrophique et savoir si vous donnez un traitement. À ce moment-là, vous pouvez attendre et voir comment ça évolue et faire des contrôles. Mais je n'ai pas une réponse plus précise à vous apporter. Ensuite, si un chat de 14 ans, 3,8 kg hyperthyroïdien, reçoit du félimazole 5 mg matin et soir et qu'il n'est toujours pas stabilisé, doit changer de molécule ou dois-je encore augmenter la dose? Ça, c'est Héloïse. Il faut se méfier, il faut être sûr qu'ils reçoivent bien le traitement parce que parfois, les gens ne vous le disent pas, mais ils le mettent dans la nourriture ou ils le diluent, ils le dissouent, ils le broient, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'on a tendance à augmenter fortement les doses. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre avec les propriétaires, savoir comment ils l'administrent, être sûr qu'ils l'administrent correctement, que le chat ne recrache pas
le traitement parce que c'est très étonnant qu'il ne soit toujours pas stabilisé à 5 bides. Vous repalpez bien pour voir est-ce qu'il n'y a pas un gros nodule. Faites une radio de thorax éventuellement si vous ne sentez pas de nodule. Et ensuite, si vraiment il n'est pas stabilisé, la question, c'est est-ce que vous ne l'enverriez pas faire de l'iode radioactif pour essayer de le stabiliser. Je ne sais pas combien est sa T4 totale, mais c'est quelque chose dont vous pouvez discuter avec les centres qui pratiquent la radiothérapie. Ensuite, on a une question de Florence Donzé. Intérêt d'associer traitement médical et alimentation spécifique et YD, pas trop. En général, on donne l'un ou l'autre, mais on ne donne pas les deux. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de répondre à toutes vos questions. On va essayer. Un mélange de bétadine, savon et eau tiède n'est donc pas indiqué pour effectuer les lavements. Non, 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 c'est pas bon. Ça va irriter le côlon. C'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est pour ça que je vous ai remis ici vraiment les guidelines. Le mieux, c'est que vous utilisiez du lactulose avec votre eau. C'est ce qui marche le mieux. C'est plus efficace et ça abîme moins le côlon, ça irrite moins le côlon. Prucalopride non déposé, posologie. Il faut que vous cherchiez. Je suis désolée, je ne connais pas par cœur toutes les posologies des médicaments que je n'utilise pas au quotidien. Je cherche comme vous dans le Plump. Il y a toutes vous tapez prucalopride dans le Plump et vous allez retrouver la posologie. Je ne l'ai pas en tête. En tout cas, je sais qu'elle y est dans le Plump. Vous pouvez aller voir. Si jamais vraiment vous aviez besoin de cette info et que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@fregis.com à mon attention et je vous enverrai les infos. Pouvez-vous donner la poso du bisacodyl? Le bisacodyl, en général, on donne un comprimé, c'est Dulcolax en fait. On donne un comprimé tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend un peu du chat, mais c'est le Dulcolax qu'on utilise en humaine. Est-il possible de connaître la posologie du prucalopride? J'ai la question. Donc, ceux qui ont posé la question, envoyez un mail à contact@fregis.com si vous ne trouvez pas l'info. Je vous ferai la réponse. Pas de risque à injecter 1 litre dans un chat pour le lavement. Quelle quantité pour un chien? C'est les mêmes quantités que j'ai mis. Hop, si on retrouve la dia. Hop. Je vais vous la remettre là. Alors. Voilà, c'est 5 à 10 ml par kilo et c'est valable chez le chien aussi. En général, franchement, on ne va pas tant mesurer que ça. Ça va dépendre de comment vous arrivez à retirer les sels. Parfois, on n'a pas besoin finalement de tant de mélange que ça. Parfois, si. Donc, souvent, nous, c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément la quantité qu'on met. On prépare une gamelle et puis on y va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sel. Donc, je n'ai pas vraiment eu de soucis par rapport à des problèmes électrolytiques ou quoi. Je pense que vous pouvez y aller sans risque si le chat est correctement anesthésié. Là où il faut se méfier, c'est qu'ils deviennent vite hypothermes. Donc, il faut les réchauffer. C'est hyper important. Voilà un petit peu les choses à faire, par exemple. Donc, ensuite, quelle présentation? C'est Alma qui pose la question. Et quelle dose pour le VSL3? Donc, le VSL3, vous avez les sachets qui s'appellent VSL3 directement. Ce que je propose en général, c'est de donner un quart à un demi-sachet une fois par jour pendant 1 à 3 mois. Le problème, c'est que le VSL3 en sachet, il s'appelle comme ça, il est indisponible à l'heure actuelle. Donc, on s'est plus tourné vers le Vivomix. Le Vivomix, ça va être Vivomix 112, c'est en gélule. Et en général, on fait une demi-gélule quand c'est un chat, une fois par jour pendant 1 à 3 mois. Et ça, vous pouvez le trouver sur Internet ou dans les pharmacies. T4 pour le chat et TSH canine sur automate Fuji, est-ce fiable? J'aime pas beaucoup. Alors, c'est Annick qui pose la question. J'aime pas beaucoup les automates en endocrinologie. Je ne fais jamais confiance. Donc, si vous avez un cas aussi complexe, envoyez en laboratoire pour être certain que ça teste bien les choses parce que je fais vraiment pas confiance aux automates pour l'endocrinologie. Peut-être une erreur de ma part. En tout cas, je trouve que parfois, c'est pas fiable. On a déjà eu le cas plusieurs fois où on reçoit des T4 d'automates et finalement, quand on refait la T4 dans un laboratoire, ça ne donne pas la même valeur.
Donc, il faut vraiment se méfier. Quelle dose et combien de temps pour le Vivomix? J'ai répondu. Que pensez-vous du psyllium? Ça, vous pouvez aussi l'essayer, bien sûr. Le GI Biome par rapport aux fibres response, c'est qu'il contient des prébiotiques. Et ces prébiotiques vont quand même avoir un avantage que n'a pas le fibre response. Après, vous pouvez essayer les deux. Vous voyez un petit peu l'un ou l'autre et celui qui vous paraît le plus apprécié par le chat, par exemple, ou celui qui est le plus efficace. Mais si vous avez l'habitude là d'utiliser le fibre response, vous pouvez toujours essayer de vous dire que vous allez essayer de donner du GI Biome pour voir si vous ne trouvez pas ça mieux. Parce que parfois, il se reconstitue quand même sous fibre response. Puis psyllium, bien sûr, vous pouvez l'ajouter éventuellement. Est-ce que le méthoclopramide, c'est une question de Kevin, est une molécule intéressante en tant qu'une gastrokinétique chez le chat? J'ai pu lire une étude récente sur les triades que la ranitidine pouvait être plus intéressante. Ça dépend en gastrokinétique, en fait, le méthoclopramide, ça va être intéressant quand vous allez avoir un chat qui vomit ou c'est limité à ça. Si vous regardez un petit peu ma diapositive ici, le méthoclopramide, il va vraiment agir sur l'antre pylorique et le duodénum, moins sur le reste. Et le duodénum, c'est point d'interrogation, on n'en est pas certain non plus. Donc, c'est assez limité dans le cadre d'un mégacolon. Je ne sais pas dans quelle mesure vous l'utilisez, mais par exemple, quand on a des chats qui ne mangent pas sous Serenia, parfois on utilise quand même le méthoclopramide en plus. Mais souvent, on va utiliser aussi l'ondansetron qui peut mieux marcher comme effet antivomitif. Ensuite, on a une question de Béatrice. Que faire lorsque la T4 reste élevée malgré un traitement mis en place? Et si on a déjà augmenté la dose, l'iode. Je pense que vous devez proposer l'iode. Ensuite, on a, y a-t-il un rapport entre hypertension artérielle et constipation? Non. Je ne vois pas trop la question. Non, en général, il n'y a pas de lien. Et puis, la pause, on a déjà dit du bilzacodil. Après, ma collègue a marqué, on arrête les questions. Et je vais juste voir s'il n'y en a pas une ou deux de plus. Ah, là, il y a une question. Il n'y en a qu'une, donc je peux y répondre. Ah, il n'y en a qu'une, non. Il y en a qui ne sont pas prises en compte. Si. Il y en avait une sur le macrogol, le Dulcosoft, à la place du lactulose. Je n'ai jamais essayé. Les gens prennent... Donc, le macrogol, c'est le Forlax. On utilise toujours le lactulose. Donc, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que vous pouvez utiliser celui-ci ou l'autre? Franchement, comme on a l'habitude de donner... je ne suis pas sûre qu'il soit plus irritant sur le long terme. C'est Maya. Bonjour Maya qui pose la question. J'ai jamais eu de souci, moi, d'irritation avec le lactulose. On en donne sur des chiens qui ont des chintes, par exemple, pendant très longtemps, sans avoir de problème. Donc, je ne sais pas trop quel est le problème irritant lié à ça. Normacol est aussi déconseillé chez le chien. Et le Plump, c'est la base, la Bible, on va dire, de toutes les références avec les dosages, etc. C'est un livre, ça ne s'écrit pas Plumb avec un P, mais avec un B au bout. Un livre avec toutes les doses. Mais comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour la dose, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère la revérifier. Vous m'envoyez un mail à contact@fregis.com et je vous réponds dès que je peux. Voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et il y a des questions ailleurs aussi. Bon. Il y avait une question de colectomie aussi. Bon, je vais finir sur celle-là. La colectomie sur les mégacolons, c'est qu'on ne s'en sort pas du traitement médical, qu'on a tout essayé. Voilà, en tout cas, on peut faire une colectomie à ce moment-là. C'est vraiment un dernier recours et je pense que dans ces cas-là, il faut référer par avant pour être sûr que tout soit OK. Donc, je tenais à vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup à Ilse pour son soutien et de m'avoir permis de faire ce déjeuner.
Donc, afin de soutenir le CHV Frégis et toute son équipe, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ces webinaires, sur les réseaux sociaux autour de vous, etc. Vous allez avoir le replay de la présentation. Et puis, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. On reprendra aussi ces cas cliniques normalement en mai, je crois, et en octobre. Voilà, bonne année aussi à vous tous, comme certains le disent. Prenez vraiment soin de vous en cette période un petit peu compliquée. Et puis, à très vite, à bientôt. Au revoir.